Beurre FM. Mirador. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Le plaisir pour nous de recevoir M. Boubacar Bari, vice-président de l'UFR, ancien ministre de la République. C'est peut-être, on va dire, l'une de ses toutes premières prises de parole en plateau. Merci de l'honneur. Bonjour à vous, M. Bari, et bienvenue. Bonjour, M. Diallo. Bonjour à toute votre équipe. Et c'est un plaisir de vous voir. Tout le plaisir également. On met un visage, un visage. Merci. Sur les noms. Sur les noms. Merci. Forcément, une réaction sur ce que vous avez entendu. Certainement, vous avez suivi ce débat entre le procureur spécial Ali Touré, le procureur spécial de la CRIEF, et les avocats de l'ancien Premier ministre Kassouri et compagnie. Le débat sur la procédure qui a été actionnée contre eux, ces hauts dignitaires de l'ancien du régime déchu. Quel commentaire de votre part? Écoutez, encore une fois, je crois qu'une des grandes conclusions que nous pouvons tirer, c'est que véritablement il y a une compréhension différente en ce qui concerne les procédures de forme et de fond de la justice. Et pourtant, on considère que la justice est la boussole du CNRD. Il faudrait que chaque partie, en particulier les magistrats, s'inscrivent dans le respect scrupuleux de cette loi en matière et de procédure et de jugement. Donc ça ne devrait souffrir d'aucune suspicion, d'aucune hésitation. Quand un magistrat a une réputation irréfutable, il est clair et net que sa position s'impose à tout le monde. Donc si on l'envoie des allers et retours, ça veut dire que quelque part cette justice nous questionne. Comment vous réagissez globalement à l'action, toute l'action qui est celle de la CRIEF depuis qu'elle a été mise en place? Aujourd'hui, on note que de gros bonnets du régime déchu, en l'occurrence l'ancien Premier ministre Kassouri et des anciens ministres d'État sont placés en détention. Est-ce que ce sont des actes qui vont dans la bonne direction à votre avis? Écoutez, tout est une question de méthodologie. On a eu l'impression, ou en tout cas moi j'ai l'impression, en fait, qu'on va à la chasse. On essaie d'arrêter tout le monde, tous les anciens membres du gouvernement, on les arrête. Et puis maintenant, on essaie d'identifier les fautes qu'ils auraient commises. Bon, normalement, une instruction ou des investigations poussées aurait dû permettre d'avoir suffisamment d'éléments pour ne pas qu'il y ait de la cacophonie. Et moi, personnellement, j'aurais concentré en réalité ces investigations dans des secteurs beaucoup plus efficients en matière de revenus ou de récupération des revenus. Tels que le secteur minier, le secteur de la téléphonie. Ces deux secteurs sont pourvoyeurs de recettes, n'est-ce pas? Et on sait très bien que véritablement, ils n'ont pas répondu aux attentes parce qu'on voit leur impact au niveau des budgets. Effectivement. Et puis les deux secteurs de dépenses importants, c'est le secteur de l'énergie et le secteur des travaux publics. Et là aussi, c'est pas vraiment compliqué. À partir du moment où on annonce qu'il y a des montants, presque 2 milliards dans le secteur des infrastructures, 3 milliards de dollars, j'entends, dans le secteur de l'énergie, il faudrait simplement faire un rapport. Si on dit qu'on a dépensé 2 milliards dans un secteur, on sait qu'un kilomètre de route, quel que soit le standard, c'est connu. Même si on met le maximum, c'est-à-dire $500,000 par kilomètre, nous en sommes à 4000 kilomètres de routes bitumées. Où elles sont, ces routes? Très bonne question. L'énergie, on a dit qu'on a mis 3 milliards. On sait qu'environ pour un mégawatt thermique ou un mégawatt hydroélectrique, on est entre $1 million à 1,5 million. Là aussi, on fait simplement un rapport et là, on voit directement qu'on est au-delà de 1000 mégawatts qui devraient être normalement disponibles pour les populations guinéennes. Et c'est qui n'est pas le cas. Ces approches-là permettent vraiment de concentrer sur les secteurs qui ont le plus d'efficacité en termes de... Le plus d'impact sur la vie des populations. On va ouvrir le chapitre politique de cette interview avec vous, Talibé Bari. Oui, M. Bari, il y a eu ce décret qui, pour certains, était censé répondre à une de vos principales revendications, c'est-à-dire le décret créant un cadre de concertation inclusif et au sein duquel cadre les politiques ont droit à 20 places. Donc, pour certains, votre soif était étanchée, mais on comprend finalement que ce n'est pas ce que vous semblez demander au CNRD. Quel est le problème à ce niveau? En quoi ce cadre de concertation inclusive n'est pas de votre goût? Je dois dire qu'à 3 niveaux.
déjà la méthodologie, ensuite le format et les acteurs, c'est-à-dire ceux qui composent. Bien. Au niveau de la méthodologie, si vous vous souvenez, donc les partis politiques et d'autres corps sociaux ont été interpellés par le ministre de l'administration du territoire à la suite des requêtes récurrentes par rapport à l'ouverture d'un cadre de dialogue permanent. Tout le monde a été reçu et la question c'était envoyez-nous votre perception, votre compréhension du cadre permanent de dialogue politique. Donc on s'y est plié à l'exercice et on attendait en fin de compte qu'il y ait une sorte de débat contradictoire. D'autant plus qu'il n'était peut-être pas dans le même esprit, mais ça aurait été plus élégant de venir dire écoutez, voilà votre proposition. Voilà nous ce que nous comprenons. Dans le cadre d'un débat contradictoire et probablement consensuel, on aurait sorti quelque chose d'acceptable. Mais comme d'habitude, c'est toujours la situation du fait accompli, depuis la charte, depuis le CNT. Donc on comprend encore une fois qu'on sert en quelque sorte de faire valoir. N'est-ce pas? Donc ça, la méthodologie n'a pas été normale, n'a pas été appropriée. La seconde chose, c'est le format. Nous avions un format où effectivement on disait qu'il y avait le CNRD, les partis politiques, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et un médiateur, n'est-ce pas? Là aussi ça n'a pas été respecté. Et maintenant je dirais aussi le format en tant que tel, effectivement c'était cet ensemble de personnes qui devaient s'asseoir et discuter avec des vous amène donc voilà la troisième observation, les acteurs. Donc les acteurs que vous souhaitez mettre avoir en face à face, ce n'est pas ce qui est prévu dans le cadre de ce cadre. Tout à fait. Et donc finalement vous rejetez ce cadre. Pour autant, des observateurs estiment que au moins ce cadre aurait pu servir à déterminer la durée de la transition, comme cela est prévu à l'article 77 de la charte. Bon, écoutez, en tout état de cause, je ne peux pas aller jusqu'à me prononcer sur le rejet. Parce que vous savez que samedi dernier, le groupe des 58 s'est réuni. Actuellement, un projet de déclaration est en cours de rédaction qui va être incessamment signé. C'est celui-là qui va nous engager. Mais en tout état de cause, la confiance continue à s'éroder par rapport à des actes unilatéraux, n'est-ce pas? Et ça, je ne crois pas que ça soit de nature à créer une sorte de climat de confiance entre les acteurs. Bien, allez-y Mamadouri. Alors, le rejet ou l'éventuel rejet de ce cadre de dialogue proposé par le CNRD s'explique par le fait qu'il y a une sorte de relation de subordination entre justement vous autres acteurs et le ministre de l'administration du territoire, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'on n'appelle pas ça cadre de dialogue politique? Parce que tout à l'heure je citais cette sortie de Maître Traoré qui est au CNT et on sait qu'il n'est pas forcément un porte-parole du CNRD. Et quand il dit quelque part que l'article 77 donc, de la charte doit être respecté dans sa lettre et dans son esprit. Pour cela, un cadre de dialogue doit être impérativement mis en place afin d'engager un débat franc et sincère sur cette incontournable question. Donc il dit cadre de dialogue, je ne vois pas politique là-dedans. Et si les forces vives de la nation et le CNRD parviennent à fixer une durée consensuelle pour la transition, c'est la Guinée qui gagnerait, ainsi de suite. Donc, j'imagine que ce cadre de dialogue doit inclure les autres entités, société civile, médias, comme ça a été fait. Donc, qu'est-ce qui vous dérange à l'intérieur? Parce que ce n'est pas appelé cadre de dialogue politique, ou parce qu'il y a cette question de subordination, parce que en amont, c'est le ministre qui décide des rendez-vous, des thématiques et tout le reste. Je renchéris le fait que ce que vous avez proposé, c'est un cadre fourre-tout. C'est ce qui vous dérange, c'est ce qui ne vous convient pas. En fait, c'est un peu le cas, parce qu'on va discuter des questions hautement politiques. Nous avons identifié les thématiques, on y a travaillé au niveau des coalitions. C'est comme l'exemple récent, je dirais, de cet accord tripartite au niveau social. On a bien vu que c'est le patronat, le syndicat et le gouvernement, parce que ça concerne les questions de travail, de social et ainsi de suite. Donc nous avons souhaité effectivement que ce cadre de dialogue soit plus centré sur les questions politiques qui concernent les acteurs politiques. Et ils ont été identifiés, ces thématiques. Donc là, de voir, c'est pas une opprobre, n'est-ce pas, de voir des journalistes, c'est peut-être un plus, ou d'autres acteurs, n'est-ce pas? Mais c'est évident que le dialogue lui-même doit
être, doit intervenir sur la base de décisions qui s'imposent à tous. Mais là-dessus, j'ai un problème. Et si c'est un cadre global mais compartimenté, c'est-à-dire que quand on va aborder des sujets strictement politiques et politiciens, eh bien ces jours-là, de façon consensuelle, le CNRD, le ministère de l'Administration et vous pouvez convenir peut-être de, je sais pas, de la rencontre et des acteurs politiques qui sont là. Quand c'est par exemple la société civile, ils peuvent les inviter, mais toujours est-il que c'est un cadre un peu global, intégrateur. Quand je prends par exemple les élections communales qui doivent avoir lieu certainement, j'imagine que ce n'est pas forcément les partis politiques, parce qu'au communal, il y a par exemple des candidatures indépendantes qui peuvent être supportées par des entités qui ne sont pas forcément politiques. Si on les exclut en vous maintenant seul politique, à quel moment eux pourront donner leur avis sur comment on pourrait organiser ces communales là au moment venu? Je dirais encore une fois, tout ce débat, on en aurait fait l'économie s'il y avait eu la concertation préalable. Encore une fois, je vous demande... Avant le décret. Avant le décret. Non. Parce que le décret est venu comme un coup près sanctionner une discussion qui n'était pas terminée. Nous attendions à ce que véritablement, à la suite de l'envoi de nos propositions de cadre de dialogue, nous soyons reçus ou par une délégation, parce que l'essentiel des groupes du 58 avait la même attitude par rapport à cette question, n'est-ce pas? Une discussion entre le ministère de l'administration du territoire et les politiques sur cette question aurait pu clarifier éventuellement tous ces aspects, ou aurait pu enrichir le débat pour que véritablement nous ayons des assurances par rapport à la prise en compte de nos préoccupations. Ce qui a manqué malheureusement. Bien, M. Boubacar Bari, vice-président de l'UFR, notre invité ce lundi, ancien ministre de la République. On poursuit avec vous, Mohamed Kaba. Alors, M. Bari, une question toute simple déjà. Cellou Dalein Diallo à l'étranger, Ousmane Kaba empêché de sortir. À quand le retour probable de Sidi Touré, votre président? Quand il sera prêt à venir, il viendra. Je crois que c'est un homme libre, n'est-ce pas? Il est sorti ici dans les conditions tout à fait normales. Il a des agendas qui lui permettent qui l'obligent à rester à l'extérieur. Des conditions plutôt un peu mouvementées. On lui avait signifié que non, pas vraiment. Il n'avait pas à sortir. Non, pas vraiment. Il a fallu passer quelques coups de fil quand même. Oui, mais bon, vous savez, malheureusement, on a des mauvaises habitudes dans notre pays, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font du zèle quand ce n'est pas le cas. Sinon, quand même, s'il y a véritablement une quelconque accusation ou une présomption, bon, ça se formalise d'une manière claire et précise. Il faut qu'on arrête de jouer à ce jeu de chat et à la souris. Il faut arrêter d'humilier les gens. Le cas d'Ousmane Kaba, moi je suis désolé, Ousmane Kaba c'est un ancien ministre de la République. Qualité, il a droit à un passeport diplomatique. Oui, mais sauf qu'il y a des conditions, M. Barry. Il n'est pas en service. Vous êtes ancien ministre de la République, mais selon les affaires étrangères, quand on est détenteur d'un passeport diplomatique, avant d'embarquer, avant de sortir, il faut une autorisation préalable ou requérir un ordre de mission. C'est quand on est en fonction. Quand on est en fonction, on prend un ordre de mission, on vous établit éventuellement vos frais de mission et vous partez. Là, il n'est quand même pas en fonction. N'est-ce pas? Il n'a aucune obligation administrative vis-à-vis de quelque institution que ce soit. Il est libre de ses mouvements. Il a ce passeport en tant qu'ancien ministre de la République. Il y a quand même des privilèges qu'on accorde à un certain nombre de personnalités. Il y a même des opérateurs économiques ici, parfois, qui ont des passeports diplomatiques, n'est-ce pas? Donc il faut quand même qu'on arrête un peu je dirais pas une chasse aux sorcières, mais cette façon de traiter tous ceux qui ont eu quand même à occuper des fonctions dans ce pays. S'il n'y a pas d'accusation formelle, s'il n'y a pas de suspicion formelle, il faut qu'on arrête de jouer à cela. Parlant justement de retour, moi j'aimerais rebondir sur celui d'Alpha Condé. On a vu il y a quelques jours, Alpha Condé est revenu alors qu'il y a des plaintes ici de certains citoyens, notamment pour des crimes de sang. Dites-nous, qu'est-ce que vous attendez du CNRD ou peut-être de la justice guinéenne concernant le sort d'Alpha Condé? Écoutez, qu'elle joue absolument son rôle. Encore une fois, moi je m'en tiens à la proclamation du président du CNRD quand il a pris le pouvoir. La justice sera notre boussole. Vous y croyez encore? Et écoutez, on est obligé d'y croire, sinon à ce moment-là, on met tout à la poubelle en quelque sorte. Parce que c'est la justice. Oui, mais la façon dont cette justice elle est administrée aujourd'hui, peut-être que si tu permets, Jamy, je prends le cas de l'expulsion de votre leader, celle de Cellou Dalein Diallo, la démolition de son domicile, mais aussi ce projet de reconstruction, de construction d'une école publique sur les ruines de son domicile, pendant que l'affaire est pendante devant la justice. Non, je vous le concède, c'est une des dérives
que nous constatons. Nous partons du départ et maintenant nous constatons les dérives. Ça fait partie des points négatifs parce qu'aujourd'hui, effectivement... Ça vous inquiète, hein? C'est inquiétant parce qu'effectivement, le socle de toute cette activité, le socle de tout ce projet politique ne doit reposer que sur la justice. Ne serait-ce que sur la justice. Si le CNRD réussit à faire fonctionner les institutions judiciaires de la bonne manière, je crois que le CNRD aura réussi sa mission. Mais si effectivement il y a une déviance de ce côté-là, probablement il y a de quoi s'inquiéter. Bien, on va prendre les 3 dernières questions. Allez-y, Talibé. Alors, monsieur Barry, ensuite, voilà, Akoumba et Mamadouri. Oui, monsieur Barry, on a suivi hier le ministre secrétaire général de la présidence, le colonel Amara, sur RFI, qui disait que la question de la durée de la transition sera déterminée par le CNT. Le CNT, ce qui suscite une levée de bouclier. Quelle lecture vous en faites? Non, encore une fois, c'est une mauvaise interprétation. Je crois que M. Amara Kamara est coutumier de ces déclarations coup de poing. Moi je crois que là il a parlé vraiment en profane. Encore une fois, chaque activité est encadrée par des spécialistes. Je pense qu'il y a des juristes au niveau de la présidence, on devrait lui expliquer qu'en réalité... Mais il n'est pas le premier à le dire. Le colonel a déjà depuis des mois renvoyé toutes ces questions, y compris la question de la durée, au CNT. Il ne fait peut-être que rappeler une décision déjà prise par le colonel, même si l'article 77 dit le contraire. Voilà, donc on a une question d'interprétation de la loi. C'est vous dire à quel point la précipitation peut être préjudiciable. Si cette charte avait fait l'objet d'une sorte d'échange ou de consensus, c'est évident que ce genre d'impair ne se retrouverait pas et que le président du CNRD ne se permettrait pas de dire quelque chose qui est contraire à la charte. Bien dit. Allez-y, Akoumba. Avant-dernière question. Moi, j'aimerais bien sortir de la Guinée, parce on a un homme politique, il y a eu l'élection présidentielle française hier, où on a constaté, en tout cas, je crains d'être démenti, mais on a constaté une forte progression de l'extrême droite. Et on sait que cela est une source d'inquiétude, d'autant plus que la démocratie africaine n'a jamais été en bonne santé de manière globale et vous vous battez pour cette démocratie. Mais il y a le fait que en Guinée et partout en Afrique, pratiquement, on s'intéresse beaucoup plus à l'élection française qu'à l'élection d'autres puissances qui sont en train quand même d'émerger en Guinée, ou en Afrique, c'est que le cas de la Chine, de la Turquie, de la Russie, de l'Allemagne et j'en passe. Quelle est votre lecture en tant que politique de cette élection-là? Quelles sont les leçons que vous en tirez? Et mieux, moi, je trouve une autre comédie, c'est qu'à la fois la gauche et la droite en France soutiennent pratiquement, en tout cas c'est mon constat, des dictateurs en Afrique. Quel aurait été vous aujourd'hui votre conseil vis-à-vis de la diaspora africaine qui tient coûte que coûte à rester pratiquement divisée sur ce choix entre ces deux doctrines? Écoutez, ce que l'on peut dire, c'est qu'il est évident que Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Il est évident que le discours populiste a effectivement des échos aux oreilles des populations, n'est-ce pas? Ce discours populiste du genre c'est l'étranger qui prend notre emploi, c'est l'étranger qui nous empêche de bien vivre, et tout cela effectivement contribue à faire émerger effectivement des politiques qui entonnent ou qui embouchent ce genre de trompette. Ouais. On a vu le cas de Zemmour notamment, qui vient d'entrer en politique, c'était pas son métier à la base, et qui en quelques mois finalement obtient quand même la 4e place. Ouais. Donc ça veut dire que le discours populiste porte. Bon, c'est à nous effectivement, ou en tout cas au niveau africain, ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut que l'on construise notre propre perception de notre démocratie. C'est quand même l'expression du suffrage universel. Bien. Mais c'est surtout la bonne gouvernance en fait qui doit véritablement faire émerger une classe politique qui se préoccupe effectivement du bien-être des populations. Bien dit. La toute dernière question avec vous, Mamadouri. Peut-être pour faire rire, je ne sais pas ce que vous dites de cet audio d'Alpha Condé dans lequel il annonce la mort de l'UFR. Il dit que l'UFR n'existe plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Deuxièmement, les 58, sans peut-être rejeter complètement ce cadre, est-ce que vous allez quand même avoir des petites discussions pour vous entendre sur l'essentiel avec le MATD? Oui, concernant la mort politique de l'UFR, je pense que c'est proclamé par l'ancien président Alpha Condé. C'est un rêve que caresse le président Alpha Condé depuis très longtemps. Nous tous, on a été démarchés à coups de postes, à coups de millions, mais bon,
Ceux qui ont, disons, cédé à la sirène, ils sont partis, mais c'est quelques-uns, malheureusement. Donc le président Sidya Touré, qui était son représentant quand même. Non, ça c'était une mission en fait d'aide et d'appui. Il n'était pas dans le RPG, il n'était pas donc Baïdi, Baïdi Badra, pas Badra. Hein? Baïdi, il est parti à la soupe. Oui, non, il était parti à la soupe. En tout cas, ils sont partis. Madame Daffé. Madame Daffé aussi, donc eux, ils sont partis. Donc le fait n'est pas Sidya mort. Touré, Et Dine, Dine, ça vous rappelle quoi? Oui, bon, il n'est pas parti en tant que tel parce qu'il n'est pas affilié au RPG, mais pour peut-être. Même s'il est avec le RPG, officieusement. Il était proche du président. Il n'est plus avec vous. Non, clairement. Donc la question de la haute représentation revient toujours. M. Kaba aime bien faire de la provoque. Mais bon, on l'a expliqué long en large. On a demandé à Sidya Touré de venir participer au deuxième mandat de président Alpha Condé. Il a proposé son appui, son expertise et ses conseils. Mais bon, malheureusement, M. Alpha Condé est allergique aux conseils, surtout quand il a l'impression que ça vient de quelqu'un qui est un adversaire. Bien. Mais c'était pour le bien du pays que il a participé à cette mission. Avant de vous laisser partir, ce message de Alouba, qui est aussi un président d'un parti membre du groupe des 58, ce décret de création de ce cadre de concertation crée un lien de subordination entre les protagonistes au dialogue dès lors qu'il prévoit un mécanisme de nomination des participants par décret et arrêté. Un cadre de dialogue politique tel que nous l'avons exprimé en réponse à la question du ministre de l'administration du territoire est un espace d'échange, de concession et de prise de décision qui s'impose à toutes les parties autour de la table. Et mieux, le nombre de coalitions indiquées dans le cadre ne correspond nullement à la configuration existante, mais même le ministre n'a pas reçu 20 coalitions. Alors d'où sort ce chiffre? Et également l'exclusivité de l'établissement de l'ordre du jour et de la fréquence des réunions une fois par mois est réservée au ministère. Cela n'est pas de nature à faciliter le traitement des questions en jeu. Donc c'est le son de cloche de Alouba. C'était le porte-parole de la réunion. La porte-parole de circonstance. Voilà. Et pour répondre à M. Diallo, c'est ça? Oui. Peut-être que justement la déclaration qui va être issue de cette rencontre sera justement de faire des contre-propositions. Encore une fois, nous ne sommes pas dans une démarche de blocage. Nous essayons d'améliorer, nous essayons d'amener le CNRD à comprendre qu'il ne peut pas prendre des décisions unilatérales. La preuve, si véritablement on avait eu l'occasion d'échanger sur chacun des desiderata de chaque parti, peut-être qu'on aurait clarifié le mode opératoire. Bien. Par exemple, ce que vous avez suggéré est tout à fait acceptable. Grand merci à vous, M. Barry. Merci pour cette première réussie de mon point de vue. Merci pour cette participation. C'était M. Boubacar Barry, vice-président de l'UFR. Il était un de nos invités en ce lundi. Mirador se poursuit.